Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un article qui a été publié en 1960 par deux monuments de l'économie, on peut le dire, qui sont deux économistes américains, Paul Anthony Samuelson et Robert Solow, qui ont eu tous les deux, vous le voyez, le prix Nobel à des dates différentes. Les objectifs de cette vidéo seront principalement de savoir expliquer le lien entre inflation, croissance des salaires et gain de productivité à partir du modèle proposé par Samuelson-Solow, qui est un modèle, je le précise, mathématique. Le deuxième objectif, plus secondaire, sera de savoir exposer la courbe de Phillips à partir de ce modèle. Pour bien comprendre cette vidéo, vous devez avoir un certain nombre de prérequis, notamment en maths. Les notions de dérivée, de différentiel et de taux de variation ou de croissance sont indispensables. Même chose en économie, où les notions de salaire, de prix, d'inflation et de productivité, éventuellement de courbe de Phillips, doivent être connues ou maîtrisées. Je vous conseille, avant d'appréhender cette vidéo, d'aller voir une autre vidéo dans laquelle j'expliquais le lien que l'on pouvait établir entre les différentiels, les dérivés et les taux de croissance appliqués à l'économie. Commençons d'abord par expliquer en quoi consiste ce modèle. Le point de départ est le suivant. Pour Samuelson et Solow, les entreprises calculent leur prix en appliquant une marge au salaire qu'elles versent à leurs salariés. Prenons un exemple. Imaginons une économie fictive dans laquelle on ne produirait que des voitures, où les entreprises produiraient 1000 voitures, donc c'est la quantité Q, en embauchant 15 000 travailleurs, c'est ce qu'on va noter N, payés chacun 1500 $, c'est le salaire, les wages W. Elles appliquent une marge de 10% sur les salaires, ce qui correspond bien à une marge de 0,1. Question, à combien s'élèvent les prix unitaires, c'est-à-dire le prix de vente de chaque voiture, dans cette économie, dans l'hypothèse, bien entendu, où le modèle de Samuelson-Solow est valable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et tenter de répondre à la question. Réponse, il s'agit en fait d'une simple application numérique. Vous voyez que chaque voiture va être vendue en moyenne dans cette économie à un prix de 24 750 $. Ce qui correspond, vous le voyez ici en remarque, à une marge de 2250 $ sur les salaires versés. Autrement dit, les entreprises de cette économie fictive gagnent en moyenne 2250 $ sur chaque voiture qu'elles produisent et qu'elles vendent. Allons un petit peu plus loin et développons maintenant cette équation pour voir qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. On va rappeler que la productivité du travail, c'est le rapport entre les quantités produites et le nombre de travailleurs utilisés. On peut noter que l'inverse de la productivité, c'est donc le rapport du nombre de travailleurs sur les quantités. Pourquoi noter la productivité ainsi? Parce que ça nous permet de réécrire l'équation de départ de cette façon. On remplace simplement l'expression N sur Q par l'expression de l'inverse de la productivité. Ensuite, Samuelson-Solow, à l'étape suivante, passe l'équation en logarithme. Vous allez comprendre pourquoi. Compte tenu des propriétés des logarithmes, vous savez que l'équation peut se réécrire de cette façon ou de celle-là. Passons maintenant à l'écriture dérivée. Il faut connaître les propriétés des dérivées de la fonction logarithme. La dérivée de la fonction logarithme, c'est la dérivée de la fonction sur la fonction. On sait que la dérivée d'une fonction, c'est la différentielle de la fonction par rapport au temps, ce qui nous permet de réécrire le modèle sous cette forme. En simplifiant, on en vient donc à cette écriture, ce qui nous permet de dire que le taux de croissance des prix, autrement dit l'inflation, est égal au taux de croissance des salaires moins le taux de croissance de la productivité. Si on utilise l'écriture utilisée par les physiciens, on peut réécrire la même équation de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire deux choses. Première chose, il y a un lien positif entre le taux de croissance des prix, c'est-à-dire l'inflation, et le taux de croissance des salaires. Autrement dit, plus les salaires croissent rapidement et plus les prix augmentent rapidement. A contrario, il y a une relation négative entre l'inflation et la croissance de la productivité. Plus les gains de productivité s'élèvent et plus les prix tendent à baisser. Passons à la deuxième partie. Essayons de voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle dans le cadre de la courbe de Phillips.
Un rappel concernant la courbe de Phillips. Donc Phillips, c'est le nom de cet économiste néo-zélandais qui a travaillé sur la situation du marché du travail au Royaume-Uni entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Que nous dit sa courbe? Elle nous présente une relation entre le taux de chômage, ici en abscisse, et la variation du taux de salaire en ordonnée au Royaume-Uni. Ici, on est entre 1861 et 1913. Cette courbe nous montre qu'il y a une relation décroissante entre le taux de variation des salaires et le taux de chômage. Autrement dit, quand le taux de variation des salaires est élevé, le chômage est relativement faible. A contrario, plus le chômage augmente, plus le taux de variation annuel des salaires diminue. Sachant ce que l'on a dit précédemment avec notre modèle de Samuelson-Solo, on sait que pour un niveau de productivité donné, on imagine ici que la croissance de la productivité est nulle, on observe que la croissance des prix est forcément égale à la croissance des salaires. Autrement dit, on peut réécrire notre courbe de Phillips en remplaçant le taux de variation des salaires par le taux de variation des prix. Et observer donc qu'il y a une relation décroissante entre le taux de variation des prix et le taux de chômage. Si on ajoute à ces économistes d'autres fameux économistes qui sont John Hicks et Alvin Hansen, on obtient ici une grande école de pensée qui est aujourd'hui clairement dominante dans l'enseignement de l'économie, au moins à l'université. C'est la synthèse néoclassique, du nom d'un grand économiste néoclassique, Léon Walras, associé au nom de John Maynard Keynes. Donc tous ces économistes en fait forment une école de pensée qui s'opposera pendant plusieurs années à une autre école de pensée incarnée par un autre prix Nobel qui est Milton Friedman. Ce courant, c'est le monétarisme.